Bonjour, actu web, tech et nom de domaine de la semaine passée. Première info en tech, un article de la Harvard Business Review qui explique que l'IA ne réduirait pas la charge du travail, mais aurait plutôt tendance à l'intensifier. Cet article est assez intéressant parce que ça reprend des idées correspondent à des témoignages de développeurs, de spécialistes de la tech qui ont l'impression qu'en fait, ils multiplient le nombre de projets en cours, qu'il y a une forme de stress. Donc, cette validation plus ou moins scientifique de cette revue correspond à ce que certains témoignages récents ont exprimé. Donc, à lire si ça vous intéresse, c'est en anglais. Plus important pour nous, Pascal, qui est une société spécialisée dans l'informatique quantique. Alors, vient de lever, donc on doit nous le dire ici, alors je ne sais plus combien, 300 millions je crois, et ça nous amène à une valorisation boursière de plus de 2 milliards de dollars. Alors c'est pas ça, pardon, je suis en train de dire des bêtises. Donc ils n'ont pas levé, ils rentrent en bourse et on attend, en fait les estimations sont sur une valorisation qui sera supérieure à 2 milliards de dollars pour une introduction à la fois donc à Euronext à Paris et au Nasdaq, ce qui est assez exceptionnel hein, pour une entreprise française. Euh, Quelque chose à dire, plusieurs choses à dire. L'informatique quantique, c'est parmi les thèmes les plus en vogue. Euh, c'est pour simplifier, en fait, une application de la mécanique quantique à l'informatique. En gros, dans un ordinateur traditionnel, on a ce qu'on appelle des bits. Hein, tout est basé, l'informatique, à partir du binaire, donc des signaux 0 ou 1. L'informatique quantique permet à des bits, qui ne s'appellent pas des bits, mais des qubits, hein, pour quantique, d'avoir plusieurs états à la fois. Hein, c'est le principe de la mécanique quantique. Et selon cette particularité, eh bien, le fait qu'il y ait plusieurs états permet d'avoir davantage de possibilités de traitement des infos qui donnent une puissance de calcul incomparablement supérieure aux ordinateurs classiques. Alors, c'est pas en fait des vrais ordinateurs, on parle plutôt d'accélérateurs, ça serait certaines fonctions de l'informatique qui peuvent être prises en charge. Mais par exemple, pour la cryptographie, il y a vraiment des enjeux importants parce que toute la cryptographie qu'on connaît ne sera pas, en tout cas actuellement, ne sera pas capable de résister à la force de ces accélérateurs quantiques. Donc, c'est des enjeux importants, c'est des nouvelles perspectives qui s'ouvrent avec cette informatique quantique. 2 milliards, donc pour nous, c'est très important. Hein, ça nous amène au statut donc de licorne. On n'en a plus beaucoup en France. Pour une entreprise qui finalement ne vend rien pour l'instant. On est simplement au stade d'expérimentation. Le problème de l'informatique quantique, je pense qu'il faudrait dire quantique, hein, sinon ça me fait penser à Emmanuel Kant. Voilà, je pense qu'on entend les deux. On va dire quantique. L'informatique quantique a comme, comment dire, alors comme particularité d'être très limité. En fait, les qubits aujourd'hui ne sont pas stables. Si vous en avez un certain nombre, on va dire jusqu'à 10 par exemple, les machines arrivent à les faire fonctionner, mais ça fait comment dire, des machines très limitées. Je crois qu'il y a des tests qu'on peut faire en ligne avec des entreprises comme IBM qui nous proposent déjà de tester, mais en fait, la difficulté, c'est qu'on doit avoir des systèmes extrêmement froids, sans aucun mouvement, pour que la stabilité des qubits soit maximale, mais dès que leur nombre augmente, eh bien, les systèmes ne fonctionnent plus. Donc aujourd'hui, on avance par tâtonnement, on essaye d'en avoir de plus en plus. Quand est-ce que ce sera disponible? On ne sait pas vraiment. Ce que dit la science, c'est qu'en fait, la mécanique quantique qui sous-tend tout ça, ça fait à peu près 100 ans qu'elle a été découverte, hein, on va dire au début du XXe siècle. Et on n'a toujours pas été capable, d'un point de vue théorique, de comprendre les phénomènes qu'on a observés. Et dans les équations, il y a toujours aujourd'hui, 100 ans après sa découverte, des parties entières qui sont incomprises. Et en vérité, on n'a pas
comment dire, de vision globale et efficace en termes de théorie de ce qu'est la mécanique quantique. Donc espérer que des développements industriels arrivent à se, comment dire, à, à profiter euh, de cette potentielle innovation exceptionnelle, à mon avis, est prématuré et peut-être qu'on n'y arrivera jamais. Alors, je ne suis pas du tout investi dans ces secteurs, mais c'est très courant chez les industriels de vouloir aller, en fait, on a des milliardaires ou on a des gens très importants qui sont aujourd'hui capables de mener n'importe quel produit de recherche. Et en fait, le fait que ce soit ces gens qui dirigent la recherche, au lieu que ce soit plutôt la science qui progresse avec les moyens mis en œuvre pour que la connaissance progresse, pas le ROI des entreprises qui financent tout ça. C'est comme ça qu'on fait de la science. Donc pour moi, on peut avoir encore des doutes sur la possibilité qu'un jour cette technologie fonctionne, parce qu'on on ne sait pas si un jour on comprendra la mécanique quantique. Si ça vous intéresse, en fait, la particularité, c'est que les sciences physiques, le monde, depuis Newton, on comprend très bien ce qui se passe et on a toutes les équations qui nous permettent de comprendre le monde. Mais dès qu'on rentre dans l'infiniment petit, on a des phénomènes qui sont complètement différents. Alors, on a plusieurs états qui sont possibles à la fois. C'est-à-dire, si vous prenez les électrons, par exemple, ils ne sont pas à un endroit donné. Il y a une probabilité qu'ils soient à un endroit lorsqu'on arrête. Mais si vous voulez, tout est probabiliste et tout est dans plusieurs états superposés. Et ça, c'est très difficile à comprendre. Et surtout, en termes mathématiques, on n'a pas encore réussi à avoir une vision claire de ce qu'on observe. Donc, c'est pour ça que l'informatique quantique, à voir comment ça va évoluer, mais c'est sans doute prématuré et c'est un pari en tout cas sur l'avenir. Pour continuer, donc la startup Ami Labs lève 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars, on est habitué à ce genre d'infos. Ami Labs, c'est Yann Lequin. Alors pour le coup, c'est intéressant parce que je vous ai dit qu'il y a des industriels un peu illuminés qui lancent des projets, que c'est pas vraiment la science qui avance. Là, pour le coup, on a un vrai scientifique, quelqu'un qui a été ensuite embauché par Meta, où il a dirigé la partie AI, et qui a démissionné pour créer sa propre startup, et qui est un vrai scientifique. Maintenant, c'est devenu un entrepreneur, et bon, il y a quand même des objets industriels, financiers, etc., dans cette startup, qui, à mon avis, est de ce que j'en comprends, hein, est parmi les projets qui ont le plus de sens. Dans l'IA, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Par contre, le fait, comme le propose cette startup, de modéliser le monde, la vitesse, la distance, tout ce qui permet d'avoir des outils nous permettant de nous déplacer, de calculer, etc., c'est ce que sait faire l'IA. Et dans les systèmes fermés, là, lorsqu'il y a une réponse à trouver, eh bien, l'IA est capable de la trouver et ça fonctionne très bien. Donc, voir comment ça va évoluer. Comme je vous dis, maintenant, les 1 milliard pour une entreprise en amorçage, c'était la première fois, apparemment en Europe, hein, d'après ce que disait Yann Lequin. Donc, simplement sur un projet, on a des gens qui sont capables de prendre le risque de financer, alors que pour l'instant, il n'y a encore rien. C'est une entreprise qui a comme objectif de travailler sur des modèles complexes spatiaux et temporels. Donc, à suivre. On est très habitué aujourd'hui aux milliards. On nous dit, si vous vous souvenez de l'actu récente, c'était 110 milliards pour OpenAI. Voilà, ce genre de sommes astronomiques qui sont levées, on en parlera un peu plus tard tout à l'heure parce que pour moi, c'est complètement disproportionné par rapport à ce que ça peut apporter. Mais voilà, si ça vous intéresse, ce sera un petit peu plus loin développé. Donc voilà les infotech en e-commerce. Alors j'ai noté un article de Les Cahiers du Digital sur un sujet qui revient en permanence et qui est l'un des moins intéressants, je trouve, depuis très longtemps, en tout cas par rapport aux tartes à la crème qu'on nous sert. Le géo, vous savez, c'est comment se positionner dans les LLM. En gros, c'est que ChatGPT, hein, parce que Gemini en France n'existe pas encore, je crois. Nous, en Espagne, on l'a.
et tout le monde s'emballe. Moi, je ne suis pas spécialement emballé, peu importe. Perplexity, ça, personne n'utilise dans le grand public. Donc, en gros, c'est ChatGPT. Et quand vous regardez aujourd'hui la part de marché de ChatGPT, on est sur des volumes qui sont extrêmement faibles. Alors, évidemment, c'est en train de progresser, mais c'est un peu tôt, d'autant que les résultats servis par ChatGPT sont systématiquement différents et que les outils du Géo, eh bien, sont, comment dire, très approximatif. En réalité, c'est très proche du SEO, c'est la même origine et c'est les mêmes, comment dire, les mêmes outils. Pour moi, c'est une extension, mais il y a beaucoup de gens opportunistes hein, qui se déclarent experts en géo. Là, pour le coup, je vous mets cet article sur ce sujet qui m'embête un peu, mais il est intéressant parce que d'abord, il traite du e-commerce et là, on a des vrais enjeux parce que même s'il n'y a pas encore énormément de recherche et tout, on voit bien qu'il y a quand même un mouvement et puis des enjeux importants. Est-ce que ma boutique sera là? Est-ce que mon produit sera recommandé? Et l'article, pour le coup, il est très bon parce que justement, c'est pas de la vente de rêve ou autre. Alors, il est signé par Jean-Luc Raymond, qui est parmi les journalistes spécialisés dans la tech, celui que je trouve le plus performant, pertinent. Alors, il va pas se mettre en avant, vous n'allez pas le voir tous les jours à la télé, mais extrêmement pointu, du très bon travail, pas de vente de rêve et un expert dans beaucoup de secteurs. Et là, pour le coup, l'article est simple, mais nous donne une bonne présentation de ce qu'on peut attendre de ce sujet, avec voilà, des chiffres et des recommandations pour les marques et pour pouvoir être présent dans les LLM. Pour continuer la revue, je reprends l'actu. En web marketing, 10e édition du rapport de Rich sur le marketing d'influence. Alors, Rich, c'est une boîte française donc qu'on connaît bien, nous, dans le SEO, parce qu'elle a été créée par les fondateurs de Rocket Links, hein, deux frères Maxime et Guillaume Doquitonon, qui ont toujours été très visionnaires, parce que l'influence, aujourd'hui, tout le monde comprend son importance, même si on est, à mon avis, on n'a pas atteint le potentiel maximum, mais eux l'ont fait vraiment dans le meilleur timing, et on se rend compte que c'est un des meilleurs canaux hein, pour faire du marketing. Si vous achetez de la pub, dans la pub, on ne peut pas vraiment, par exemple, une bannière, c'est difficile de faire passer un message, c'est difficile de parler aux gens. Les influenceurs, bah voilà, sont typiquement les personnes qui permettent d'avoir un impact très fort, hein, influenceurs, prescripteurs, en marketing. Et donc, ce rapport, le 10e déjà, donc, nous explique comment ça, où on en est en France, voilà, les budgets qu'il faut avoir, les meilleures stratégies. Donc, je vous recommande cette étude de Rich sur le marketing d'influence. Alors, partie nom de domaine. Donc là, c'est un peu ma spécialité. Je vais essayer de ne pas être trop long. Dans les noms de domaine, David Irving Thayer nous parle de cette nouvelle procédure UDRP. Alors, l'UDRP, c'est lorsque vous avez un litige qui concerne un nom de domaine. En .fr, on a une autre procédure qui est rapide et économique. En .com, .net, .org, c'est-à-dire les extensions génériques, on n'a pas le choix. On est obligé de passer par une procédure qui est gérée par les extensions en question, qui est horriblement chère, qui est très longue. Et là, on nous explique qu'on peut maintenant le faire plus rapidement. Donc voilà, c'est important pour les gens qui souhaitent réparer des préjudices rapidement. Et le délai est raccourci et c'est une info fournie par David Irving Thayer. Alors c'est bien de donner cette source parce que la partie juridique dans la tech, de ce que je comprends, est très sous-estimée. Et très souvent, on va voir les juristes ou les avocats quand c'est déjà trop tard. Et pourtant, c'est, en tout cas en France, vraiment essentiel. Et là, pour le coup, cette personne n'est pas dans un grand cabinet où il y aurait des coûts disproportionnés, etc. C'est un vrai passionné qui connaît extrêmement bien alors les noms de domaine, mais pas seulement hein, tout ce qui est le droit de l'Internet, et qui a des tarifs pour un avocat qui sont raisonnables, hein, parce qu'il n'a pas la grosse structure des grands cabinets parisiens ou autres. Mais alors, il est extrêmement doué. Voilà, une personne que je vous recommande et qui peut vous accompagner pour, par exemple,
préparer un projet et éviter dès l'amont que vous ayez des soucis ultérieurs. Mais évidemment, si vous avez des soucis, vous pouvez aussi le contacter. Pour continuer, toujours dans les UDRP, alors là, il y a un autre, c'est un peu le même profil, c'est un arbitre, hein, David Irving Thayer est aussi arbitre, qui est américain, qui parle très bien français, qui nous explique qu'aujourd'hui, alors c'est un peu du gross hacking, hein, si vous voulez trouver, depuis que les WHOIS n'existent plus, aujourd'hui on n'a plus d'infos sur le titulaire d'un nom de domaine, c'est très compliqué. Donc il nous donne une astuce, toujours par l'UDRP. Si vous voulez déposer une UDRP, ça coûte très cher, hein, c'est 1 500 $ la procédure de base. Et si vous rajoutez les arbitres, c'est encore plus cher, mais et ça nécessite en plus d'être accompagné par des professionnels, donc c'est très cher. Mais si vous voulez utiliser ça pour être malin, vous lancez la procédure et ça va vous donner donc le nom du titulaire, c'est le seul moyen de l'avoir. Et ce nom du titulaire qui vous intéresse, eh bien, si vous l'avez obtenu. Et si vous annulez la procédure, vous ne payez que 100 $. Donc lui, il nous explique que finalement, pour 100 $, je peux connaître le nom du titulaire en utilisant une IDRP que je vais annuler ensuite. Petite info qui a fait son petit buzz dans le secteur des noms de domaine. On verra si ça peut être utilisé. En tout cas, c'est malin. Dernière info, nom de domaine. Alors, je comprends pas, à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai le nez bouché. Alors, ça vous intéressera pas beaucoup, mais il doit y avoir une raison que je connais pas. Forte hausse du prix d'enregistrement des noms de domaine en .ai. Alors, le .ai, comme là, déjà, je suis trop long, je vais être encore un peu plus long, c'est pas grave. Alors, c'est des îles Anguilla et c'est très, très à la mode en ce moment, surtout aux États-Unis, où les startups sont capables de payer très cher, puisqu'aujourd'hui, plus grand-chose n'est disponible. Donc, pour avoir leur nom en .ai, on avait vu, si vous vous souvenez, je crois, il y a 2-3 semaines, bot.ai, qui avait été vendu à plus d'1 million de $, donc ce qui est énorme hein, pour un nom de domaine, et surtout pour ce type d'extension. Alors, le .ai, je ne vous le recommande pas du tout, du tout, du tout. Beaucoup de spéculation dans ça. L'IA, elle est partout. Donc, dans peu de temps, on n'en parlera plus parce qu'elle sera dans tous les process et ça sera quelque chose de naturel. Donc, de mon point de vue, on est sur une tarte à la crème en ce moment et le .ai, il n'aura aucun sens dans pas très longtemps. En tout cas, vous le payez très cher parce que même si vous voulez simplement enregistrer votre nom, et c'est l'objet de cet article. Alors, je me suis trompé dans le lien. C'est donc dans l'actu, je vous expliquais que les prix d'enregistrement des noms de domaine en .ai ont beaucoup augmenté et ils se retrouvent à 160 $ pour 2 ans, mais ça, c'est ce qui est facturé au registrar. Donc, si vous êtes client, évidemment, vous allez payer plus que 80 $ par mois, par an, pardon, puisque c'est 160 pour 2 ans. Donc ça commence à être extrêmement cher hein, pour un .fr que les registrars touchent 5,07 € ou un .eu à 4,60. Moi j'habite en Espagne, c'est ces eaux-là, un petit peu moins. Donc là on a des extensions extrêmement chères parce que le .ai surfe sur l'effet de mode. Et donc c'est assez intéressant parce que AI, c'est pas vraiment un pays. Hein, alors, je ne sais pas combien il y a de personnes dans Anguilla, mais c'est un tout petit territoire. Et dans ces cas-là, lorsque les extensions géographiques ont été créées de pays, finalement, on ne savait pas que l'Internet serait si important. Et au départ, c'était juste finalement une gestion qui avait été confiée à des universités, à, à des geeks. Et c'était pas forcément, comme aujourd'hui, les pays qui en étaient en charge. Par exemple, le point, on a encore ce problème avec la Martinique et la Guadeloupe, qui sont pas encore, alors c'est en cours d'être résolu, hein, je pense que c'est même résolu, même si je pense pas que vous puissiez déjà les acheter dans les conditions normales, mais depuis 30 ans, c'était géré par une obscure filiale de Canal+, mais vous pouviez même gérer une extension en disant oui, je connais ce pays ou j'ai des relations vagues avec ce pays ou ce territoire. Et c'est pareil pour le point AI. Vincent Kate qui gère ça est quelqu'un qui a eu cette idée très intelligente
voilà, de parier sur cette extension et qui en fait une gestion économiquement très rentable pour ces îles, puisque il le vend extrêmement cher. Est-ce que ça va être intéressant pour vous en spéculation doménique? Bien sûr que non, hein, c'est complètement impossible de rentabiliser vos investissements quand vous payez 100 dollars à l'enregistrement. C'est pas la peine que je détaille, c'est strictement impossible et tous les gens qui font ça comprennent rien et perdent de l'argent et sont des newbies voilà, qui se laissent en, comment dire, emporter par leurs intuitions. Quand on voit des ventes incroyables à 1 million, on se dit ah oui, mais combien il a payé, etc. Mais finalement, ce qui compte, c'est pas une vente, c'est ce qui est représentatif de votre activité. Et en payant 100 ou 120 dollars, je sais pas combien c'est le point AI, vous pouvez pas, tout simplement parce que même si vous vendez beaucoup de noms de domaine, on va dire 5%, 10% du total, vous ne serez pas rentable. Donc voilà la dernière actualité sur les noms de domaine. Je vous ai mis dans votre agenda les événements à retenir. Donc vous pouvez me retrouver au NDD Camp Strasbourg dans 2 semaines, où on parlera de plein de choses. Et pour la vidéo de la semaine, justement, alors j'avais choisi, je n'ai pas trouvé de vidéo qui convenait vraiment, donc j'ai trouvé l'idée de la faire moi-même. Donc je vous propose, alors là c'est terminé pour l'actu, donc vous pouvez couper parce qu'en fait je vais vous parler d'une vision justement, puisqu'on parle beaucoup de l'IA dans les actus, qui n'est pas souvent exprimée, qui sera à contre-courant, et qui va peut-être pas correspondre à ce que vous avez souvent entendu sur ce sujet. Donc, et je suis pas qualifié pour en parler, donc sans doute que l'intérêt sera limité, mais je vais quand même le faire. Donc, pour tous ceux qui s'en vont, au revoir. Et sinon, on va parler de l'explosion de la bulle IA. Ah, pour démarrer, on a un problème dans l'indice boursier, surévaluation de l'indice Nasdaq. Si vous regardez aujourd'hui, la hausse extrêmement forte depuis 1 an surtout, alors ça fait beaucoup plus, hein, depuis 2010, on a fait pratiquement, si vous regardez entre 2000 points et 22 000, fois 10 en une vingtaine d'années, c'est absolument pas ce que disent les Américains, les Anglais, etc. Sustainable, c'est pas durable, c'est pas possible. Sinon, j'ai pas besoin de travailler, je place mon capital et puis au Nasdaq et la technologie, il y a du progrès tout le temps. Et je vais gagner plus d'argent que si j'allais travailler dans une entreprise en faisant travailler mon argent. Donc, c'est pas possible. Les cours de bourse ne peuvent pas tout le temps augmenter. Là, il y a vraiment un risque qui ressemble très fortement à ce qu'on avait en 2000. L'explosion de la bulle, alors là, ça ne se voit pas beaucoup parce que les montants sont très importants et aujourd'hui, on n'est plus tout dans ces mêmes eaux, mais en 2000, on avait perdu 40%, 39% sur une journée, je ne me rappelle plus très bien. Mais finalement, on a mis, regardez, hop, 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 presque 15 ans pour revenir à ces niveaux. Donc, un krach boursier, une explosion d'une bulle, c'est pas quelque chose d'anodin. Et ici, clairement, le Nasdaq est survalorisé. Alors, pourquoi il est survalorisé? Les hausses que vous avez là sont des hausses qui ne correspondent pas à des résultats financiers en progression. La bourse, en fait, les cours de bourse, ils ne tiennent pas compte. Et ça, c'est très, très difficile à comprendre, hein. Et c'est pour ça que mon avis sur l'IA va être à contre-courant de ce qu'on nous dit. Mais les cours de bourse ne tiennent pas compte des résultats, mais tiennent compte des anticipations futures. C'est-à-dire que tout le monde sait que, par exemple, l'IA est le futur, mais est-ce que c'est pour autant ça que toutes les actions des entreprises IA vont augmenter? Non, parce que cette information qu'on connaît aujourd'hui, que l'IA est le futur, elle est déjà contenue dans les cours et on a déjà des anticipations des revenus futurs et c'est ça qui fait ces cours. Donc si on a aujourd'hui des entreprises qui montent énormément, essentiellement au Nasdaq, essentiellement à l'IA, c'est parce qu'on attend, on a des attentes de profits futurs très importants. Et là, il y a un décalage entre comment dire, ce que le marché attend et ce qui va vraiment se passer. En tout cas, c'est mon point de vue.
Donc comprenez bien que vous pouvez investir dans la pire entreprise, du monde qui a le plus de difficultés et l'entreprise la plus prometteuse, vous aurez exactement la même proportion de chances que votre investissement augmente. Pourquoi? Parce que toutes les infos que vous avez sur la pire entreprise ou la meilleure, elles sont déjà dans les cours. Ce qui va faire la différence, c'est ce qui va se passer ensuite, ou c'est est-ce que nos anticipations seront bonnes ou pas. Donc aujourd'hui, pour moi, on est typiquement dans une situation de crash à venir. Alors pourquoi? On a expliqué qu'on attend des grands profits à venir. Aujourd'hui, les business models, si vous prenez les entreprises concernées, eh bien, leurs revenus sont faibles et leurs pertes sont abyssales. OpenAI, on a vu, ils perdent, alors excusez-moi avec les chiffres et les milliards, je crois l'année dernière c'était 8 milliards, ah, donc ils ne sont pas rentables. On attend leur valorisation à des montants incroyables, je crois 300 milliards avec la dernière euh, levée de fonds. En fait, vous avez Amazon, Nvidia, etc., qui rentrent dans l'entreprise pour 110 milliards. On a un décalage très important entre l'argent que perd OpenAI aujourd'hui et les anticipations futures qui leur donnent une valorisation très élevée en supposant des profits. Mais Anthropic, le cloud dont on parle, qui est formidable, perd de l'argent aussi, pour beaucoup moins, mais près d'1 milliard cette année. Gemini, c'est Google, mais évidemment, c'est pas rentable. Meta, alors ils sont en avance, très bien, mais bon, pour l'instant, c'est des investissements à perte. Et comment gagner de l'argent avec ces activités? Eh bien, on va se rendre compte que c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on veut bien le croire. C'est de comprendre la création de valeur. Et on va voir que finalement, ces outils sont révolutionnaires, vont changer nos usages, mais en termes de valeur créée, là j'ai mis cet exemple qui est peut-être parlant, enfin cette photo, où on voit l'eau et l'air, qui sont les choses dont on a le plus besoin, qui sont les plus importantes, mais l'eau et l'air sont surabondants et ne coûtent rien. Alors l'eau va coûter très cher au Moyen-Orient, mais justement parce qu'elle est rare. Le problème de l'IA, c'est qu'elle est partout, elle est surabondante, elle est utilisable par tout le monde, donc ça n'a pas vraiment de valeur. Pour comprendre ça, moi par exemple dans mon activité, je fais des sites internet et donc on avait des contenus qu'on achetait à des rédacteurs. Ça nous coûtait à peu près 20 euros par page. Les rédacteurs aujourd'hui ont été remplacés par un clic. On a, je dirais, une qualité un peu supérieure, on n'a pas besoin d'attendre et au lieu de payer 20 euros, on paye zéro. Donc, est-ce que j'ai gagné 20 euros? Non, aujourd'hui, je ne vends pas 20 euros plus cher ce que je fais parce qu'en fait, mon process s'est comment dire, amélioré. Mais en fait, c'est le cas d'absolument tout le monde parce que tout le monde a accès à l'IA et il n'y a pas de rareté, donc il n'y a pas vraiment de valeur. Ça met tout le monde à égalité et tout le monde facture au même prix qu'avant. Donc, on a plutôt une destruction de valeur. Les gens qui produisaient ces outils ont dû se reconvertir vers autre chose. Et nous, eh bien, finalement, on n'augmente pas nos prix, mais on a finalement que des perdants. On n'a pas de gagnants et on n'a que des perdants parce que l'IA supprime des tâches à faible valeur ajoutée, les rend accessibles à tout le monde et c'est très bon pour le consommateur parce que ça fait des produits qui sont meilleurs, ça fait plus de possibilités pour tout le monde, mais en termes financiers, on n'y gagne pas et les entreprises qui proposent ces services, comment vont-elles monétiser? Je pense qu'on s'emballe très, très, très fortement sur la manière dont on arrivera à vendre des services parce qu'on calcule ça par rapport au prix actuel du marché. Par exemple, dans l'industrie du logiciel, on a des sociétés très importantes, Oracle et compagnie, voilà, qui sont dans vos systèmes d'information, qui font absolument tout et qui vous font des contrats à l'année horriblement chers. Mais on se rend compte que ça soit XAI ou plein d'entreprises sont en train de disrupter ces marchés et seront capables de vous proposer des nouveaux logiciels très performants que vous pourrez adapter vous-même. On voit bien Claude est capable de faire des choses en ce sens. Il ne faut pas croire que ces solutions-là vont coûter le prix des oracles, c'est plutôt les entreprises de ces secteurs qui seront obligées de baisser très fortement leur prix ou alors d'arrêter l'activité, se reconvertir, etc. Donc l'IA, elle ne crée pas de valeur, elle en détruit. Alors on va se dire, oui, mais d'accord, on n'est qu'au début, et l'IA peut aller beaucoup plus loin,
et l'IA est révolutionnaire et va nous faire gagner beaucoup d'argent. Et là, c'est un point essentiel parce que vous avez beaucoup de grands patrons, Sam Altman, par exemple Dario, alors je crois que c'est Amodei, qui sont donc chez Anthropic, qui sont des scientifiques pour moi ratés. C'est-à-dire qu'ils ont, c'est plus des industriels, des gens qui travaillent très fort, mais qui n'ont pas les bases scientifiques pour pouvoir avoir une vision, comment dire, précise de ce qu'ils peuvent attendre de ce qu'ils font. Là, on a aujourd'hui des sommes qui sont englouties, mais dans des montants considérable, mais si je regarde la science, ce que me dit par exemple Stéphane Mallat, alors il y a des cours qui sont extra du Collège de France, si vous voulez, c'est vraiment accessible pour tout le monde, si on aime un peu les maths, c'est vraiment très simple, et en fait il vous explique comment fonctionne l'IA avec les réseaux de neurones, etc. Et c'est quelque chose qui est connu depuis des dizaines d'années et qui est un peu fumeux en termes scientifiques, ça n'a pas beaucoup de valeur, c'est pas des théories intéressantes, et le grand paradoxe, c'est qu'on s'est rendu compte que dans les applications industrielles, il y a eu des choses qu'on ne peut pas expliquer. On est bien meilleur que ce que la théorie prédit, mais ça reste, comment dire, dans le cadre de ce qu'on attendait de ces modèles. Il y a des solutions à trouver, les réseaux de neurones sont capables de, comment dire, d'échanger de l'information et d'arriver à traiter des problèmes très complexes, en tout cas avec énormément d'items et de fournir des réponses valables, mais ça reste, comment dire, du calcul, du tri, de la correspondance. C'est très bien pour des systèmes fermés qu'on connaît, pour l'image, pour évidemment le son, euh, pour les optimisations mathématiques, je sais pas, par exemple pour vos entrepôts, etc., savoir comment placer tel ou tel produit, tout ça, c'est parfait. La difficulté qu'on avait avant de calcul, elle est résolue par l'IA pour la reconnaissance euh, de forme, etc. Il y a plein de choses qu'on sait faire, mais tout ça, c'était normal. Et par rapport aux moyens qui ont été investis, par rapport aux sommes complètement démentes euh, que, qui ont été données aux IA pour qu'elles s'entraînent et qu'elles comprennent finalement des modèles et qu'elles puissent trouver les réponses à ces modèles qui sont des situations fermées. Aujourd'hui, il n'y a pas quand même de grandes, comment dire, de vraies révolutions. C'est juste une application industrielle à très grande échelle avec des usines à gaz énormes de choses qu'on attendait. Ça n'a pas été fait avant parce qu'il y avait, il y avait pas les moyens pour et on pouvait se demander si ça valait vraiment le coup. Aujourd'hui, tout le monde est persuadé que ça vaut le coup. D'un point de vue scientifique, c'est absolument pas certain parce que ça coûte extrêmement cher et parce que les résultats sont, euh, comment dire, pas forcément rentables par rapport à tout ce qui est investi, au montant, aux ressources engagées pour ça. Et ce que nous explique Stéphane Balla, qui est connu depuis toujours et qui est une des limites de l'IA, c'est qu'en fait, les mathématiques d'une manière générale sont capables de donner des réponses, mais doivent finalement réduire la réalité à des objets mathématiques. Donc, par exemple, alors, pour simplifier vraiment, vous avez des nombres qui sont donnés pour de la valeur de telle ou telle chose, mais par exemple, je vais dire au tennis, Yannick Sinner, il vaut 15. 15, c'est numéro 2, par exemple. C'est très réducteur parce qu'on ne peut pas réduire tel ou tel euh, objet à simplement une de ses caractéristiques. Un nombre est forcément réducteur. Et même après, quand vous avez des matrices plus complexes, bah, vous réduisez quand même la réalité. Et c'est le principe des calculs mathématiques, c'est les objets complexes du monde qui ont une multitude de dimensions, vous les réduisez à leurs dimensions les plus importantes. Et ces dimensions les plus importantes, normalement, devraient vous permettre de faire des calculs où les erreurs se compensent et vous trouverez des réponses. Eh bien, ce que nous explique Stéphane Balla, c'est qu'en fait, dès que vous avez une multitude de dimensions, eh bien là, les objets mathématiques ne fonctionnent plus. C'est-à-dire que l'IA, elle n'est pas capable de comprendre les phénomènes humains, par exemple. Les interactions que vous avez dans le vivant, dans la sociologie, etc., sont telles qu'on ne peut pas prévoir, prédire, ni comprendre ce qui va se passer parce que c'est complètement aléatoire. Il y a trop de dimensions qui rentrent en compte.
et trop d'incertitudes. Donc là, pour le coup, l'IA, elle peut faire des probabilités, etc., mais elle est extrêmement limitée parce qu'elle ne fait que savoir ce qui peut arriver lorsqu'on a une réponse qui est connue, lorsque la réponse existe. Est-ce que la réponse existe dans tout? Est-ce que on sera capable d'avoir comment dire, une machine intelligente qui pense, etc. Bah, c'est ce que nous propose, si on regarde les nouveaux modèles. Aujourd'hui, les nouveaux modèles de super intelligence, de machines qui seraient capables de décider toutes seules, en fait, qui auraient une faculté de penser, on nous explique qu'en fait, les réseaux de neurones qu'on a, nous, dans le cerveau, c'est difficile, bah, personne ne comprend la pensée. Aujourd'hui, la science est incapable d'analyser le vivant, on sait d'où ça vient, c'est une évolution qui a duré 4 milliards et demi d'années, notre cerveau il est en interaction avec l'environnement, mais on n'est pas capable de le reproduire. Et la croyance ici des personnes comme Sam Altman, par exemple, c'est que les réseaux de neurones, quand vous en aurez énormément, il y aurait la pensée qui va émuler. Alors c'est vrai qu'au niveau humain, on a compris que donc vous savez, les synapses et tout, voilà, sont connectés. Et en fait, le nombre fait qu'il y a une émulation entre eux et que la pensée émergerait de cet environnement. Mais ça, c'est complètement chimique. Et informatiquement, c'est du domaine de la croyance de penser qu'on serait capable d'avoir une super intelligence parce que ça ne repose sur absolument rien. Juste une volonté, une croyance. Et ça, c'est intéressant pour moi, ce dernier point, c'est qu'en fait, l'IA, c'est devenu en fait une croyance. Et pratiquement tous les gens que vous allez interroger dans la rue vont vous dire, bah voilà, l'IA, c'est le futur, mais on ne s'intéresse pas à la base scientifique, on ne s'intéresse pas au fondement. Et tout le monde est persuadé que c'est une croyance. Et en fait, ça revient, de mon point de vue, à un besoin. Là, si on reprend les sciences sociales, en sciences sociales, finalement, la première particularité de l'espèce humaine, c'est la croyance. On est obligé d'avoir des croyances qui sont toujours fausses. Elles peuvent être religieuses, elles peuvent être idéologiques. On voit aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont polarisés, droite ou gauche, etc., mais qui sont convaincus de leurs valeurs. Mais en fait, ces valeurs ou la religion, c'est des choses qui ont été créées. C'est pas enfin, c'est des créations humaines qui permettent aux personnes d'avoir des points d'entente, des points communs pour pouvoir communiquer, pour pouvoir échanger, socialiser, etc. Et le progrès, c'est une croyance. Et c'est ça qui est difficile à comprendre parce que on a l'impression, nous, dans l'Occident, d'être plus moderne, par exemple, que les Indiens d'Amazonie, que Claude Lévi-Strauss va suivre et prendre. Mais en fait, on a exactement le même fonctionnement, exactement le même cerveau, et on a besoin de croyances. Alors, ça peut être le progrès technologique. Et cette croyance dans le futur, dans l'avenir, dans le progrès, elle correspond à rien de validé, parce qu'en réalité, eh bien, il n'y a pas de, comment dire, on a une forme de cycle. Si vous prenez les civilisations, si vous prenez l'histoire, c'est absolument pas linéaire. Rien qu'en ce moment, c'est plus facile à comprendre avec la politique. Par exemple, Donald Trump, euh, on peut trouver qu'il a des qualités, mais on voit bien que c'est quand même quelqu'un qui n'est pas euh, le chef d'État qu'on peut imaginer, le meilleur, où vous prenez toute la musique, par exemple, je sais pas, moi j'y connais rien, mais les Beyoncé ou compagnie, tout ça, on n'a pas une progression linéaire, une amélioration constante dans absolument tout. Non, c'est en fait tout est vivant, et puis voilà, il y a des phases d'évolution, il y a des cycles, et puis après tout s'arrête. Il y a que ça. Donc on a besoin de ces croyances, qu'elles soient donc religieuses, idéologiques, et ici croyances dans le progrès, mais en fait c'est complètement faux. Le progrès, aujourd'hui, il n'est pas validé et il n'y a aucune raison que l'IA demain soit plus forte qu'aujourd'hui parce que ce serait linéaire. Donc, pour moi, euh, on est dans comment dire, un aveuglement des marchés, alors que les business models ne sont pas là, alors que finalement, ça coûte horriblement cher
et que les promesses de super intelligence sont absolument fantaisistes et totalement impossibles. Donc on a des valorisations qui dépendent d'un futur qui n'existe pas. Et le crack, en fait, la bulle, elle explose au moment où en fait on prend conscience que les attentes qu'on avait sont irréalistes. Et donc il faut quelque chose qui se déclenche. Ça peut être la faillite d'un gros acteur, ça peut être un problème technologique grave, une grosse panne, etc. Mais de mon point de vue, euh, le, le, la valorisation qu'on a du Nasdaq aujourd'hui est complètement démesurée par rapport au profit des entreprises, essentiellement pour celles qui sont dans l'IA, qui sont dans la promesse. Et c'est pour ça que je pense qu'on aura rapidement une explosion de cette bulle. Eh bien, si vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas à faire vos commentaires. Moi, je suis, comment dire, assez intéressé par ces sujets, mais certainement qu'il me manque des choses techniques et que vous pourrez me corriger. Je me souviens quand même, ici, je vous ai donné cet exemple du métaverse. Là, on est en 2022. Moi, depuis la première minute du métaverse qui nous était vendu exactement comme l'IA aujourd'hui, hein, tout le monde disait, bah voilà, le métaverse, c'est l'avenir, c'est le futur. Mais en fait, c'était juste une idée d'un illuminé Zuckerberg qui a forcé par le marketing, etc., à ce que son idée pénètre l'esprit des gens, mais il n'y avait pas les conditions qui étaient réunies. NFT, c'était pareil. En 2022, bah, tout le monde croyait dans les NFT, ça coûtait une fortune, c'était un effet de mode. Et moi, j'étais certain que ça allait échouer. Là, j'en parle et j'ai eu beaucoup d'autres tweets où j'avais cette idée. Et là, l'IA, je suis persuadé, mais alors, évidemment, je peux me tromper parce que c'est peut-être impossible de prévoir ce qui va se passer et surtout, il faut avoir toutes les infos. D'après les infos que j'ai, l'IA est très surcotée et les entreprises, même si l'IA, on va continuer à l'utiliser, mais les entreprises, en tout cas, l'écosystème va s'effondrer de mon point de vue, mais l'IA va toujours être utile, va toujours être utilisée, et c'est comme l'Internet, la bulle a eu lieu en 2000, mais l'Internet s'est pas arrêté évidemment, et quelques je sais pas, 15 ans plus tard, ben, on avait atteint le niveau et on a encore progressé. Donc j'attends vos commentaires, vos réflexions. Merci et à bientôt, à la semaine prochaine.